Professeur Didier Raoult, au vu des dernières données, où pensez-vous que nous en sommes sur le plan de l'épidémie et que pensez-vous donc du confinement, du déconfinement qui se rapproche? Écoutez, on suit avec énormément de tests l'épidémie. Et donc, vous voyez qu'on a eu un pic qui était à ce moment-là, et depuis, on a une décroissance continue. Et donc, cette courbe, c'est une courbe en cloche, ça s'appelle une courbe en cloche. C'est la courbe typique des épidémies. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc, l'histoire de rebond, c'est une fantaisie qui a été inventée à partir de la grippe espagnole, qui a commencé l'été. Donc, il n'y a rien à voir. Et donc, généralement, ça se passe en une seule courbe, qui est une courbe en globe de cette nature-là. Et donc, moi, on sait que j'ai une erreur de prédire, en particulier des modèles, mais cette manière de se construire est quelque chose qui est assez usuel pour les épidémies. Les épidémies ont disparu dans le temps, bien avant qu'on ait le moindre moyen de les contenir. Elles disparaissaient quand même. L'humanité est morte d'aucune épidémie. C'est comme ça. Les épidémies commencent, s'accélèrent, elles culminent. C'est le moment maximal de transmissibilité. Et elles diminuent et elles disparaissent et on ne sait pas pourquoi. De la même manière qu'on ne sait pas pourquoi quand nous, on suit depuis très longtemps les gens qui font un pèlerinage à la Mecque, qui reviennent à Marseille. Certains reviennent avec le virus de la grippe parce qu'ils ont rencontré des gens pendant la période pendant laquelle c'était épidémique. Mais comme c'est en été, il n'y a pas de cas secondaires parce que la grippe n'est pas transmissible ici en été. Je ne sais pas pourquoi, personne ne le sait. C'est ni la chaleur parce qu'il y en a en Afrique, ni l'humidité parce qu'il y en a en Afrique. Et donc c'est des phénomènes d'écosystème. Dans notre écosystème, nous, de pays tempérés, il n'y a pas de grippe pendant l'été, en tout cas de la grippe ordinaire. En revanche, il y a eu de la grippe espagnole, il y a eu H1N1, il y a eu la grippe de Hong Kong qui sont développées pendant l'été. Donc c'est un cycle général, habituel, qu'on voit, qui se reproduit assez souvent. Ça ne veut pas dire que chaque fois il va se reproduire, mais pour cette maladie dont on ne savait pas du tout comment elle se comporterait, on voit qu'elle se comporte comme ça. Et donc il y a des gens qui sont une très bonne équipe de mathématiciens de Singapour, qui ont du coup fait une projection en disant écoutez, si cette courbe se produit comme ça, essayons de voir si on retrouve la même courbe. Et donc ce qu'on voit, c'est que eh bien, donc eux sont à Singapour, donc ils essaient de prévoir quand est-ce que ça va s'arrêter, et puis ça c'est le monde, et puis ça c'est les États-Unis. Et vous voyez que ça marche très bien pour l'Italie. L'Inde a commencé un peu en retard, vous voyez que la Turquie a une courbe tout à fait comme ça, l'Angleterre aussi, l'Allemagne aussi, qui a l'air d'approcher de la fin. La France aussi, vous voyez, le même type de courbe, avec des pics qui sont dus plutôt à des artifices sur le nombre de cas, et donc qui ressemblent, nous, à notre courbe. Et donc, bien sûr, encore une fois, les prévisions sont à prendre avec précaution, mais les dates qui ont été fournies par le président ne sont pas extravagantes, dans le sens où cette étude prédit que 97% des cas auront eu lieu aux alentours du 7 mai et 99% aux alentours du 19 mai. Donc on est dans la marge de, effectivement, le moment où on devrait pouvoir faire du déconfinement et organiser, d'isoler seulement les gens positifs, sachant qu'il est vraisemblable qu'à ce moment-là, la transmissibilité du virus sera devenue beaucoup plus faible. Voilà, ça c'est des données réelles, encore une fois, hein, c'est pas des fantasmes sur la maladie. Hein. Donc le rebond, je ne sais pas d'où ça sort. Ça, le fait qu'il faut 70% d'une population immunisée pour la contrôler non plus, c'est des chiffres entièrement virtuels. C'est pas comme ça que ça se passe. En revanche, ce que je vous donne là, c'est juste des données d'observation et des observations que vous pouvez avoir sur à peu près toutes les épisodes épidémiques. C'est comme ça. Vous savez, ça existait le temps de la variole, le temps de la rougeole. Il y avait des épidémies, puis ça arrêtait. L'épidémie s'arrêtait. C'est comme ça pour des raisons qu'on connaît très mal. Peut-être que l'avenir nous permettra de mieux comprendre les relations entre l'écosystème et la transmissibilité des maladies infectieuses. Pouvez-vous nous faire le point quant au traitement proposé pour guérir les patients atteints par le coronavirus ? Alors, ce qui est très important dans le traitement, et qu'on commence à comprendre, et on commence à comprendre pourquoi il y a des embranchements qui ont été choisis qui n'étaient pas raisonnables, c'est qu'il y a plusieurs phases dans la maladie. Maintenant, on la connaît bien, cette maladie. Surtout nous, il faut reconnaître que, là, vous savez, il y a quelques chiffres que l'on a là. Il y a 25 000 personnes qui sont venues se faire détecter ici, dont
16 000 qui étaient symptomatiques, 1000 personnels hospitaliers. Les taux de positivité ont culminé jusqu'à 22%. Actuellement, on voit bien que ça diminue parce qu'il n'y a plus que 5-6% de positifs. On a fait maintenant plus de 6000 sérologies. Je vais vous en donner les résultats qui expliqueront pour ce qu'on pense pour les patients. On a testé aussi les personnels exposés. On n'a que 3% de personnes qui étaient exposées ici à l'IHU qui ont des anticorps. Donc la protection et les mesures qui ont été prises ici pour ne pas être contaminés sont très bonnes parce que c'est l'équivalent de ce qui se passe dans la population générale. Donc les gens qui ont travaillé ici avec nous n'ont pas été plus exposés. On a suivi à peu près 4000 patients ici infectés, c'est ce qui en fait encore une fois une des plus grosses séries mondiales, ou peut-être la plus grosse. 3300 ont été suivis en hôpital de jour et 630 ont été hospitalisés. Avec ça, Bernard Scola a fait un travail exceptionnel pour isoler le maximum de virus. Donc il a ensemencé 4000 prélèvements pour isoler les virus. Il y a déjà 1500 souches qui sont établies, 1300 qui sont en cours de culture. Nos amis radiologues, le service du professeur Jacquier, s'est lancé d'une manière très 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 rapide dans la pratique des scanners à basse dose qui sont meilleurs que les radios du thorax et qui n'ont pas l'irradiation des scanners traditionnels. Il y en a près de 2000 qui ont été réalisés. On trouve, c'était très important parce qu'on trouve des lésions pulmonaires chez les gens qui apparemment ne sont pas symptomatiques. Donc dans cette période où on a le virus et on dit vous n'êtes pas symptomatique, si vous faites des scans low dose, on trouve dans plus de la moitié des cas qu'il y a des lésions pulmonaires. Les Chinois avaient trouvé ça, nous on l'a confirmé. Et puis bien sûr, sur le plan de l'électrocardiogramme, je vous parlerai du risque de l'hydroxychloroquine, mais on a fait 7500 électrocardiogrammes ici qui ont été regardés et validés par nos amis du service du professeur de Haro, qui est un professeur de cardiologie, spécialiste du rythme cardiaque. Avec ces virus, on a séquencé 434 génomes, je crois que ça fait le double de tout ce qui a été réalisé en France par ailleurs. Il y en a 309 qui sont analysés pour montrer ce qu'il existe de spécifique. Et puis pour les médicaments, on a fait à peu près 1400 dosages d'hydroxychloroquine et 500 d'azithromycine pour, bien entendu, évaluer la concentration des médicaments, comprendre de temps en temps pourquoi il y avait des échecs, et puis surtout éviter qu'il y ait des problèmes de surdosage, bien sûr, parce qu'il faut être attentif. Donc ça nous amène à maintenant réfléchir sur le traitement. Maintenant qu'on sait ça, et en particulier nous, cette expérience considérable que nous avons avec une base de données de 3500 personnes, il y a plusieurs stades à la maladie. Il y a une première période que nous, on a l'habitude d'appeler la période d'incubation, qui est entre le moment où le patient est en contact, attrape le virus, et le moment où il est symptomatique. Dans cette période-là, la seule chose qui est, c'est le virus. Et on l'a vu, y compris, les gens parfois ne se rendent même pas compte qu'ils ont le virus. Parfois, quand on les réinterroge, en particulier les jeunes, ils disent « Ah oui, mais quand même, j'ai eu un moment, si on leur pose la question, où je ne sentais plus les odeurs. » Et ça, c'est un très bon signe, parce que parfois, c'est le seul signe chez les jeunes, qu'ils ne sentent plus les odeurs. Mais si on fait des scanners, à ce moment-là, on risque de trouver des lésions. Donc ça, c'est la première période. Et puis ensuite, il y a la période clinique, dans laquelle les gens sont malades, tous ont de la fièvre, c'est les manifestations les plus habituelles. Là encore, c'est le virus qui est la cible, à ce stade-là. Mais il faut les traiter relativement tôt. On savait ça pour la grippe, par exemple. On sait que le Tamiflu, ça marche pendant le premier et deuxième jour de grippe, puis ensuite, ça ne marche plus. Donc, on sait ça. On sait que pour les infections virales, c'est au début qu'il faut traiter, parce qu'ensuite, la réponse que nous avons contre les virus peut être tellement forte que la question n'est plus le virus, mais la réponse. Et au fur et à mesure que les choses se dégradent, eh bien, il n'y a plus de corrélation entre le nombre de virus, ce que nous on appelle la charge virale, et la sévérité. Et au contraire, à la fin, il n'y a plus de virus. Dans les gens qui sont près de mourir ou qui sont en réanimation, il y a très peu ou plus de virus. Donc il y a une vraie évolution de la maladie, qui est d'abord une maladie virale, ensuite qui devient une maladie où il y a à la fois les virus et la réponse immunitaire, et ensuite c'est plus que la réponse immunitaire qui est un problème. Et puis ultérieurement, même quand ils sont guéris, on a l'impression qu'ils sont guéris, et là, il y a un autre risque encore, qui est celui de fibrose pulmonaire plus tardive, qui fait que les poumons ne marchent plus du tout, alors que on pensait les patients guéris. Et donc, à chaque phase correspond une phase thérapeutique. Donc, pour pouvoir traiter les gens au début, moi je crois, j'ai toujours dit qu'il fallait traiter les gens au début, les détecter, les traiter. Il faut donner des médicaments qui ont une efficacité antivirale et qui ne soient pas toxiques, parce que il y a beaucoup de gens
qui sont infectés, et la proportion de ceux qui meurent est très faible. Donc il y aura une mortalité à la fin qui sera de 1 ou 2%, si on prend toute la population des gens malades. Et donc on ne peut pas donner des médicaments toxiques dans une population qui a un risque. Le risque est trop important par rapport aux bénéfices attendus. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, des médicaments comme le Redemsivir ne peuvent pas être prescrits pour ça, parce que leur toxicité est trop grande. On voit l'étude qui a très vite disparu du site de l'OMS, mais l'étude qui a été prise dans le New England montre que la toxicité, ou les études qu'on connaissait, parce qu'il y a quand même eu des essais avec le Redemsivir contre Ebola, qui ne marchaient pas d'ailleurs, qui montraient bien la toxicité. Donc la toxicité fait qu'on ne peut pas donner ça à une maladie qui au début est bénigne. Donc il n'y a pas de place pour ça. On peut donner des médicaments qui sont anodins par ailleurs. Donc c'est la raison pour laquelle les Chinois aussi, quand ils ont commencé à voir... Écoutez, il y a la première étude qui a été publiée de toutes sur la sensibilité du virus, et les Chinois disaient, il y a d'un côté il y a la chloroquine, de l'autre côté le Redemsivir, on va prendre la chloroquine parce que c'est pas toxique, que c'est pas cher et que c'est disponible. Ce qui était un choix qui était raisonnable si on pensait qu'il fallait traiter les gens au début. D'accord ? Donc ensuite, les choses s'aggravent. Quand elles s'aggravent, et là, c'est la réponse immunitaire qui devient importante. Il n'y a plus de virus. Et donc c'est là non plus, il n'y a pas besoin de Redemsivir, il n'y a pas besoin d'antiviraux à ce stade-là, puisque les antiviraux ne marchent plus, il n'y a plus de virus. Le problème, c'est la réponse immunitaire à ce stade-là. Donc il reste une place, probablement, pour l'hydroxychloroquine, qui est un modulateur de l'immunité. C'est comme ça qu'il a été utilisé. Donc pour revenir sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine, la chloroquine, c'est des médicaments incroyablement utilisés. Je ne sais même pas comment les médias ont pu devenir fous autour de cette histoire. C'est une vraie folie déconnectée de la réalité. C'est des malades. Il suffisait de s'adresser à n'importe quel médecin pour savoir que le Plaquenil est anodin et qu'on donne ça aux gens. Il s'est vendu en 2019, avant la crise, 1,2 million de boîtes de Plaquenil, ce qui veut dire 36 millions de comprimés de Plaquenil. Personne ne parlait d'accident cardiaque ni de rien, d'où 36 millions. Et d'un coup, il y a des gens qui découvrent que c'est un produit toxique, que c'est épouvantable. Mais c'est complètement délirant. C'est la Bible de médecine. Pour les gens modernes, c'est sur Internet et c'est up-to-date qu'on a sur un abonnement, donc auquel il y a plus grands spécialistes mondiaux. Si vous regardez à torsade de pointe, c'est même pas mentionné les antimalariques. Donc c'est bien possible qu'il y en ait eu quelques-unes. Cela étant, ça représente une importance médicale telle que c'était même pas dans les livres. Et d'un coup, ça devient un truc qui arrive tous les jours. Donc les gens sont devenus fous. Après, tous les arrêts cardiaques, il y a une étude qui vient de montrer 900 000 personnes, les arthrites rhumatoïdes, traitées par le Plaquenil, comparé à un groupe témoin de 350 000 personnes, il n'y a aucun accident cardiaque connu. Donc tout ça, c'est disponible pour les gens qui regardent un peu les données, la littérature, les encyclopédies. Donc comment cette folie-là a pris le monde est quelque chose qui est mystérieux. C'est très étonnant. Toujours est-il que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, il faut faire attention là aussi. Si on en prend à des doses suffisantes, on peut se suicider. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui donnent des doses extravagantes de ce médicament que le médicament qui a été prescrit depuis des années à des gens qui avaient des polyarthrites rhumatoïdes ou un lupus, c'est un médicament qui brutalement a tourné en 2020 et est devenu un médicament toxique. Tout ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas raisonnable. Voilà. Donc il faut revenir à la raison, c'est un médicament qu'on peut utiliser à condition d'en respecter les doses. Quant à l'azithromycine, c'est le médicament qui a été le plus prescrit dans toutes les infections respiratoires, y compris celles qui sont virales d'ailleurs, parce qu'il y a souvent des surinfections bactériennes, mais il se trouve que, par chance, ce médicament est particulièrement efficace en association avec l'hydroxychloroquine. Donc nous, maintenant, on a traité plus de 3000 personnes avec ça, donc les choses se passent très bien, on n'a pas d'accident médicamenteux. Et donc, cette folie-là sur l'hydroxychloroquine résulte probablement effectivement du fait qu'il y avait un aiguillage au départ entre chloroquine ou Redemsivir, qui étaient les deux choses proposées par les Chinois. Et puis ensuite, les Chinois ont dit écoutez, nous, on fait une communication préliminaire en disant on a déjà traité une centaine de personnes et ça donne un effet positif. Et pour moi, toutes ces choses étaient assez simples. Donc, comment ça a pris une ampleur pareille, qui est de dire, écoutez, on a des gens qui sont malades, il faut les détecter, il faut faire une PCR pour les détecter, et puis il faut leur donner le truc qui semble marcher chez les gens qui sont les seuls au monde à avoir une expérience. Et puis voilà, on va voir ce que c'est. Nous, on a rajouté l'azithromycine parce que l'azithromycine marchait sur d'autres virus ARN, et que l'azithromycine est le traitement recommandé dans la pneumopathie. Et puis voilà, il se trouve que ça a eu un effet tout à fait remarquable. Donc, on continue comme ça, comme beaucoup de gens d'ailleurs, et encore une fois, beaucoup de médecins
dans le monde ont utilisé ça, plus de la moitié qui ont été confrontés à ce problème ont utilisé ça. Donc, si vous voulez, je crois qu'au bout d'un moment, il faut revenir, il faut que la raison reprenne ses droits, là, et que on arrête de considérer que le médicament qui a été découvert il y a 80 ans et qui est utilisé depuis est devenu toxique en 2020. Quoi. C'est quelque chose qui laisse vraiment avec des doses pareilles. Moi, je ne peux pas imaginer qu'à dessus les gens ont mangé 36 millions de comprimés rien qu'en ville, parce que je ne parle pas à l'hôpital, rien qu'en ville est devenu brutalement un truc mortel. Enfin, c'est une histoire. On ne sait pas comment c'est possible que des bruits comme ça se répandent. C'est quoi? Les gens ne lisent pas, ils ne demandent pas. Il suffit de demander à votre médecin généraliste est-ce que vous avez déjà prescrit le Plaquenil, mais tout le monde a déjà prescrit le Plaquenil. Ça n'existe pas. Alors, c'est les gens qui n'ont jamais pratiqué, je ne sais pas, ou les gens qui n'ont plus fait de médecine depuis 30 ans, ils ont oublié ce que c'était. Mais c'est pas possible. C'est juste un truc invraisemblable. C'est pas possible. Et donc, je ne sais pas comment on arrive à écrire des choses aussi spectaculaires. C'est incroyable. Après, les gens oublient une chose, c'est que, et en particulier cette maladie, donne des atteintes du cœur, qu'on appelle nous des myocardites. Et que donc, il y a des myocardites qui sont des myocardites mortels. Donc, bien sûr, que vous preniez un traitement ou vous ne preniez pas un traitement. Il y a des gens qui ont des myocardites qu'il faut surveiller parce qu'ils risquent de faire des troubles du rythme et puis en mourir. Puis d'autre part, on vit dans une époque où il faut avoir le maximum de sécurité. Et donc, c'est légitime de regarder les choses qui sont associées éventuellement avec des torsades de pointe, c'est-à-dire le potassium bas, c'est-à-dire d'autres comédicaments, la longueur du électrocardiogramme, et tout ça sont des choses que l'on peut faire. Et puis, si on fait ça, on n'a aucun ennui. Donc, tout ça est très simple, il ne justifie pas que l'on se mette dans des états pareils. Quel est le rôle des médecins aujourd'hui dans la crise? Alors moi j'ai trouvé, si vous voulez, que d'abord les médecins réagissent très bien. Je pense que la plupart des médecins, d'ailleurs, moi je pense que je suis en phase avec la plupart des praticiens qui voient des malades et qui disent écoutez, il faut faire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça en disant écoutez, les pneumonies, de manière on a l'habitude, on leur donne de l'azithromycine, on leur donne le macrolide parce que les pnéumopathies on les traite comme ça. Donc l'idée que on peut laisser les gens jusqu'à ce qu'ils aient une insuffisance respiratoire sans rien leur donner, c'est une idée. La médecine n'a jamais fait ça de toute l'histoire de la médecine. On soigne les gens, on leur donne quelque chose. Au moins déjà pour les rassurer, pour dire qu'on s'occupe d'eux. On ne peut pas dire les gens sont malades, on les laisse dans un lit jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus à respirer, et là ils vont à l'hôpital. Enfin je sais pas, c'est contre toute la pratique médicale depuis Hippocrate, donc on ne peut pas faire ça. On ne peut pas valider ça, c'est pas possible. Et donc les médecins en pratique ils le font, et moi j'ai été très frappé parce que on a une analyse par la CNAM de la prescription de l'azithromycine et de l'hydroxychloroquine. Il faut pas